psychoéducatrice. Ça fait déjà 2 ans là, que j'ai terminé ma maîtrise. Je l'ai complétée à l'Université Laval, puis j'ai écrit mon essai sous la supervision d'Isabelle Fortin-Dufour. Pendant mes études, j'ai aussi travaillé comme auxiliaire de recherche pour le projet Réseau 1635. Donc, c'est des données secondaires que j'ai utilisées là, dans le cadre de mon essai, mais j'ai quand même été impliquée dans le processus là, pour la collecte de données, etc. de ce projet-là. J'ai même fait des entrevues de collecte de données avec les participants, puis même certaines que j'ai utilisées dans mon essai. Aujourd'hui, je travaille là, à l'évaluation des signalements là, au service intégré en abus et en maltraitance, là, donc plus au niveau là, de la loi sur la protection de la jeunesse. Mais par la bande, je travaille quand même avec les mêmes adolescentes que j'ai étudiées, là, parce qu'on va en parler un peu plus tard, mais ça reste que beaucoup des jeunes qui sont suivis sous la loi de la protection de la jeunesse sont aussi judiciarisés en LSJPA. Là. Donc, j'ai quand même l'occasion de mettre en pratique ce que j'ai appris parce que j'ai accès un peu aux mêmes adolescentes. Puis, j'ai eu la chance aussi là, de publier un chapitre là, dans les 2 livres qui ont été publiés avec les résultats de recherche de Réseau 1635, là, le livre en anglais, puis celui qui est à l'écran des presses de l'Université du Québec, là, qui vient tout juste d'être publié. Donc, au niveau de la délinquance des adolescentes, ce qu'on remarque, là, c'est que dans les données officielles, on voit que celle des garçons fait que diminuer là, depuis les années 80, tandis que celle des filles ne faisait qu'augmenter. Mais ce qu'on constate dans les données qui sont auto-révélées, donc qui ne sont pas officiellement rapportées, ben, c'est que la délinquance des filles est toujours restée pareille, mais que la réponse a peut-être changé envers les délits des filles. Parce qu'avant, on les voyait peut-être plus en besoin de protection, mais il y a une certaine usure là, de ce préjugé-là, puis il y a plus de judiciarisation là, quand les filles font des délits. On remarque aussi des facteurs de risque différents là, chez les adolescentes qui commettent des délits versus les garçons. Donc, notamment, il y a la victimisation. Il y a beaucoup plus de victimes d'abus, de filles qui ont été victimes d'abus. Puis, en ayant été victime d'abus, il y a plus de probabilité de développer des enjeux de santé mentale. Puis, on note que la littérature, ce qu'elle dit, là, c'est qu'il y a une plus forte corrélation entre la dépression et l'anxiété et la délinquance chez les filles que chez les garçons. Puis aussi, que les filles qui ont reçu des services de la protection de la jeunesse là, sont surreprésentées là, dans les filles qui sont judiciarisées sous la loi de la protection du système de justice pour adolescents, pardon. À l'écran, on a une statistique qui est américaine, là, mais c'est aussi vrai là, pour les statistiques québécoises. Ce qu'on remarque aussi de différent chez les filles, c'est que les jeunes filles qui ont une puberté précoce pourraient être plus à risque parce qu'ils ont plus de chances de s'allier avec un partenaire plus vieux, plus de chances d'être exposés à la criminalité. Puis, ça devient un des facteurs de risque les plus importants dans le développement de comportements délinquants. Surtout là, quand la jeune fille a des vulnérabilités au plan psychologique, puis que ce partenaire-là est engagé, lui, dans une trajectoire, une carrière criminelle. Donc, au niveau de ma problématique puis du cadre conceptuel, la nature de l'intervention reçue, bien, c'était au cœur de l'essai. En fait, c'est de voir dans les interventions formelles et informelles, c'est lesquelles là, qui facilitaient ou entravaient le processus de décidement du crime des adolescentes ayant été judiciarisées. Donc, formelle, Annabelle en a parlé un petit peu tout à l'heure, là, mais c'est plus toutes les sanctions qui étaient en lien avec la LSJPA, les mesures, les suivis probatoires, les jeunes qui sont hébergés au centre jeunesse, tout ça. Tandis qu'informel, c'était plus l'implication dans
diverses identités, comme faire du sport, être à l'école, être une maman. Donc, non, c'est pas une intervention, là, mais je veux dire, c'était plus des interventions pour les intégrer dans d'autres identités. Bref. Au niveau du cadre conceptuel, donc au niveau, c'est un modèle qui a été fait par Villeneuve, mais qui s'inspire de celui de Haley. Donc, pour le désistement primaire, on voit la phase de pause qui est comme une phase d'accalmie qui est pas nécessairement significative là, normalement là, dans le processus parce qu'il y a toujours des pauses là, dans le processus de désistement ou dans une carrière criminelle, point, là, il y a toujours des pauses. Ensuite, on a la phase de séparation qui est une étape où la personne qui commet des délits prend une distance avec son mode de vie puis ses comportements. Au niveau de la phase critique, donc oui, la personne a pris une distance avec son ancien mode de vie, mais se considère ni pas contrevenante ni contrevenante. Donc, être un peu dans une phase d'introspection là, pour peser les arguments pour et contre là, entre les deux modes de vie. C'est une période d'ambivalence qui peut être assez longue, puis tu sais que les personnes peuvent vivre beaucoup d'isolement là, parce qu'il y a beaucoup de remises en question. Ensuite, la phase d'intégration, c'est un moment où est-ce qu'il y a des changements qui se consolident, la personne elle s'engage dans des nouveaux rôles sociaux, puis elle adopte des nouvelles identités, là, puis on tend vers le désistement secondaire. Puis ensuite, on a le désistement tertiaire, là, qui est la reconnaissance des proches, puis un sentiment d'appartenance là, à ces nouvelles identités. Au niveau de la méthodologie, j'ai utilisé des données secondaires du projet Réseau 1635. J'ai utilisé des données des 2 temps de mesure là, qui ont été effectués dans l'axe 1. C'est comme vous savez, là, Annabelle en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi. Là, bon, c'est un projet là, auprès des jeunes judiciarisés de 16 à 35 ans. On avait 140 participants, autant à Montréal, Québec qu'à Trois-Rivières. Du côté de mon échantillon, donc on est allé là, pour un échantillon contraste approfondissement. Donc, mes cas étaient quand même similaires sur le plan du genre, c'était toutes des filles, mais l'objectif était de faire des comparaisons puis de trouver des similitudes aussi dans leur cas. C'était toutes des jeunes qui étaient âgées de 16 à 20 ans au premier temps de mesure, puis elles devaient avoir fait le deuxième temps de mesure. Donc, elles devaient avoir aussi été reconnues coupables et sanctionnées là, par une mesure ou une sanction extrajudiciaire pour au moins un délit. Puis on n'avait pas nécessairement de critères pour la gravité du délit, considérant que les filles font souvent des délits qui sont moins graves là, que ceux des garçons. Donc, on n'a pas de critères là, pour la gravité. Mais elle devait être engagée là, dans une des étapes du processus de désistement primaire, là, donc les 4 là, qu'on a vu tout à l'heure, la phase de pause, la phase critique, là, tout ça. Donc, elle devait être impliquée là, dans soit le temps 1 de mesure ou temps 2 dans l'une de ces étapes-là. Puis, en mettant tous ces critères-là ensemble, là, on en est venu à un échantillon de 5 adolescentes. Donc, au début, quand j'ai commencé à analyser mes données avec Réseau, j'avais fait beaucoup de codification. Donc, au début, j'avais dans l'idée d'aller plus vers une analyse thématique, mais j'avais seulement 5 participantes. Il y avait toutes des trajectoires tellement uniques que rapidement, ça faisait pas sens. Donc, on a décidé de se diriger plus vers des études de cas. Pour faire ça, là, j'ai fait, premièrement, là, j'ai fait des tableaux comme ça, de facteurs de risque et de protection. Donc, tous les facteurs de risque là, qui étaient ressortis là, dans la littérature. J'ai fait des tableaux comme ça là, pour chacune de mes participantes.
Ensuite, j'ai fait des lignes de vie comme ça là, pour chacune de mes participantes. Donc, elle, on a un exemple, là, la ligne de vie de Jasmine, qu'on voit là, plein d'événements significatifs là, dans sa vie, qui sont tous mis là, sur la ligne du temps. Puis, on pouvait juxtaposer par-dessus ça les trajectoires de service. Donc, en réaction à différents événements de vie, on peut voir là, c'est quoi les services qui avaient été offerts. Puis, ensuite de ça, en juxtaposant tout ça, puis en ayant accès là, aux entrevues là, qui avaient été faites là, avec les participants, ben on a fait des récits phénoménologiques. Donc, je vais juste donner un exemple là, de un qui a été fait. Donc, j'ai pris celui de Jasmine. Donc, Jasmine, elle venait d'un milieu qui était très négligent, violent, instable. Puis c'est dans ces mots aussi là, que c'était dit. Il y avait l'implication de la protection de la jeunesse dans sa vie depuis ses 8 ans. Elle avait des enjeux de consommation importants, troubles de comportement, diagnostic de troubles de personnalité limite. Jasmine, elle a commis des délits violents, puis des délits qui étaient liés à son addiction aux drogues. Puis, au niveau des interventions formelles, dans le fond, elle a reçu des services là, de la loi sur la protection de la jeunesse là, depuis ses 8 ans. Donc, elle dit que c'était ça qui avait été le plus aidant pour elle, qui l'ont vraiment aidé à cheminer. Mais dès ses 18 ans, là, les services ont pris fin, là, puis ça l'a occasionné un bris de service important, puis beaucoup de répercussions dans sa vie là, parce qu'elle était extrêmement encadrée avant ça. Puis, à ses 18 ans, là, tout a terminé. Là. Ensuite, des interventions informelles, donc implication scolaire, professionnelle, sportive. Ça, c'était très significatif parce qu'elle disait que c'était ce qui l'empêchait de consommer. Puis, ces délits étaient toujours intimement liés avec sa consommation. C'était d'avoir un horaire chargé. Fait qu'on voyait là, que les interventions informelles là, ont été très significatives pour elle là, dans son processus de désistement. Ensuite, des interventions formelles en vertu de la LSJPA. Donc, elle a eu plusieurs choses, notamment une probation. Pour elle, je me rappelle dans son entrevue, elle riait quand elle parlait de ça parce qu'il l'autorisait. Elle n'avait pas le droit d'avoir de la drogue sur elle, mais elle l'autorisait à consommer. Puis, elle disait que pour elle, ça servait vraiment à rien, puis c'était vraiment pas aidant. Pour elle avait vraiment des grands besoins. Elle avait fait des délits qui étaient très graves, beaucoup de traumas, puis donc, pour elle, l'ordonnance de traitement en dépendance, puis des courses séjours en unité sécuritaire, ça avait été aidant pour elle. Puis pour chacune des participantes, ben, je les situais là, dans leur processus de désistement du crime. Donc, pour Jasmine, bon, elle avait des lourds facteurs de risque à la délinquance. Au terme là, des 2 entrevues, elle est un peu entre la phase critique puis la phase d'intégration, parce que oui, elle s'engageait dans des études, de travail, tout ça. Par exemple, dans le premier temps de la première entrevue, mais dans la deuxième, ben, elle venait d'avoir une rechute, puis quand elle avait des rechutes, ben, ça menait à des périodes de oisiveté. Donc, elle naviguait là, entre les deux phases. Donc, voilà. Donc, j'ai fait cet exercice-là là, pour chacune de mes participantes. Puis, au terme de ça, les résultats qui ont ressorti, on voit que la majorité des participantes ont réparé leurs gestes, là, fait que souvent là, par des travaux communautaires, là, des choses comme ça, mais il y avait peu d'accent qui était mis sur la réadaptation puis la réinsertion sociale. Comme par exemple, j'avais 2 participantes là, qui avaient des caractéristiques très similaires, donc beaucoup d'impulsivité, des enjeux de santé mentale, des historiques d'abus, de la consommation de drogue, puis que leurs infractions y étaient liées à des conflits avec leurs proches. Mais pourtant, il n'y avait aucune des mesures qui avaient été ordonnées là, qui avait pour but de les aider au plan de la santé mentale. Mais c'est plutôt de leur propre gré, là, quelques mois après leur arrestation, qui ont pris eux-mêmes là, les moyens pour s'engager dans des suivis.
Ces suivis-là l'ont aidé à stabiliser leur santé mentale par le fait même leur consommation, puis améliorer leur relation avec leurs proches. Ensuite, donc, je m'excuse. OK. Bon, ce qu'on voyait aussi, c'était que il y avait peu d'opportunités là, d'intégrer des rôles prosociaux qui étaient offerts aux adolescents. J'en avais deux là, qui venaient de des familles qui avaient très peu de facteurs de risque en fait à la délinquance. Puis c'est eux qui ont le plus qui semblaient avoir le plus progressé là, dans leur processus de désistement du crime au terme des deux temps de mesure. Parce qu'elle était déjà engagée dans des identités prosociales, dans le travail, dans l'école, puis tout ça. Donc, je pense que pour les jeunes qui étaient davantage fragilisés, il y avait moins cette opportunité-là. Donc, c'est ce que je remarquais. Ensuite, une approche là, qui peut être intéressante là, dans l'intervention là, auprès de... Je vais en parler dans l'autre diapositive, là, en fait. Je vais changer tout de suite parce que je vais me répéter là, avec l'approche d'empowerment. Donc, dans la pratique, la LHPA a comme principe d'intervenir directement sur les causes de la délinquance, mais c'est souvent le type de délit, le nombre de récidives qui semble le plus influent dans la prise de décision et les plans de traitement. Donc, je pense que pour les gens qui prennent des décisions autour de nos filles qui ont commis des délits, on a avantage à développer les savoirs concernant les besoins, puis les facteurs de risque, les causes de la délinquance de celle-ci pour pouvoir cibler les bons objectifs d'intervention. Puis c'est écrit observation parce que pour pouvoir bien les observer, puis après ça, les mettre en application. Ensuite, de redonner le pouvoir aux adolescents dans le choix de leurs objectifs et des moyens pour y parvenir. On est avec des adolescents qui ont perdu souvent le contrôle sur leur vie ou leur corps par divers événements traumatiques. Donc, de leur donner du pouvoir dans le choix des objectifs qu'ils pensent qui vont être bons pour elles, ça semble positif. Puis, souvent, il y en avait une participante qui nommait notamment là, que elle trouvait que ce qui était offert par les suivis probatoires, par exemple, c'était jamais adapté avec l'ici et maintenant. Par exemple, elle était dans la rue, puis elle avait besoin de se trouver un endroit où habiter, mais il la faisait travailler, par exemple, sur sa consommation. Je me rappelle plus des détails exactement, mais elle sentait que c'était jamais centré sur les besoins qu'elle avait actuellement. Donc, sinon, miser sur le développement des forces plutôt que la diminution des défis. Donc, c'est de voir c'est quoi leur passion, c'est quoi qui les stimule, c'est quoi les identités qui sont importantes dans leur vie pour miser là-dessus, pour que ça devienne incompatible avec les autres facettes de leur vie, par exemple la consommation, la délinquance, etc. Ensuite, les relations interpersonnelles chez les filles, c'est quelque chose qui est, les adolescents en général, en fait, là, c'est quelque chose qui est super important. Donc, on peut miser plus sur les activités de groupe, les ateliers familiaux, tout ça pour essayer de répondre là, à cette particularité-là. Ensuite, c'est sûr que les filles, par exemple, en centre de réadaptation, l'intervention auprès d'elles, des fois, là, ça peut être plus difficile, mais c'est important d'avoir une approche qui est centrée sur les traumas, fait que de se rappeler que souvent, ces jeunes filles-là ont vécu des traumas, puis faut leur offrir là, un environnement bienveillant, puis qu'il n'y ait pas d'interaction hostile dans l'environnement. Puis, la dernière recommandation que j'ai, puis je pense que c'est elle que j'utilise le plus là, avec les adolescentes avec lesquelles je travaille, c'est de fournir des occasions de développer des nouvelles identités positives qui sont incompatibles avec celles associées à la délinquance. Donc,
d'offrir les moyens, d'essayer de trouver des subventions, essayer de trouver des façons qu'ils puissent s'impliquer dans leurs études, dans un travail, dans du sport, dans des activités artistiques, culturelles, etc. C'est positif là, pour les aider à progresser dans leur processus de désistement. Donc, ça fait le tour pour moi. Je vais